Aujourd'hui à Tam Tam, jusqu'où iriez-vous pour vos enfants? D'emblée, on répondrait jusqu'au bout du monde, plus loin encore. Au cœur de 3 premiers besoins de base, se nourrir, se loger, se reproduire, nos enfants, du moins pour les parents normalement constitués, sont pour beaucoup nos raisons de vivre. Jusqu'au bout du monde et plus loin encore. Bonjour, ici Raymond Desmarteaux. L'idée est venue, en fait, le thème de cette émission m'est venu samedi dernier. À la télé, je regardais la diffusion d'un reportage d'une tendresse infinie, doublée d'un enjeu sociétal profond. Dans le cadre de la série télé 1001 vies à Radio-Canada, qui est notre diffuseur national, le reportage en question s'intitule « Je veux savoir ». Il a été réalisé par notre collègue journaliste Émilie Dubreuil. Une histoire poignante d'un couple. Un couple qui décide de quitter communauté, rompre carrément avec famille, amis, tradition, tout ce qu'on connaît pour les 4 enfants du couple, pour qu'ils puissent accéder à une éducation séculière. Tenez, voici un extrait, c'est Yohanan qui écrit à ses parents. Chers parents, je sais que mon départ de la communauté a plongé nos familles dans le déshonneur. Je sais que vous êtes tristes, vous avez honte de moi, de nous. Je veux que vous sachiez que je n'ai jamais pris notre départ à la légère. Mais je n'avais pas le choix. Comme père, je devais m'assurer que mes enfants puissent aller dans une école qui leur permettrait d'avoir un jour un métier. Et je voulais surtout qu'ils puissent réaliser leurs rêves. Réaliser leurs rêves. Émilie Dubreuil, bonjour. Bonjour. Quand je disais tendresse, je disais et enjeu sociétal aussi, c'est un personnage d'une grande tendresse, ce monsieur que vous avez, qui est au cœur de votre reportage. Là. Oui, c'est un amoureux, je dirais au sens très large. C'est-à-dire que Yohanan, il faut le présenter, vient d'une communauté hassidique, donc juive hassidique. Ce sont des juifs qui pratiquent le judaïsme de façon très, très rigoureuse. Et dans leur communauté, dans leur culture, ils résistent en fait à l'acculturation, à l'assimilation culturelle. Et une façon de résister à l'assimilation culturelle pour préserver leur rapport à la religiosité, c'est de scolariser leurs enfants, notamment les garçons, dans un système d'éducation fermé sur le monde, c'est-à-dire qui forme des enfants qui vont pouvoir réussir au sein même de leur communauté, mais pas à l'extérieur de celle-là. Donc, ils vont étudier les textes sacrés, vont posséder très bien l'araméen, par exemple, qui est la langue de Jésus. La langue de Jésus, oui. L'hébreu classique, mais pas l'hébreu contemporain, et le yiddish. Et donc, ces enfants-là vivent en retrait de la société en général, de la majorité. Et Yohanan, qui est ce père-là, qui a mon âge, qui a 40 ans aujourd'hui, a grandi dans ce système-là, qui forme des théologiens, quand même des gens qui sont très, très... qui ont beaucoup étudié, qui ont un esprit critique. Et c'est le paradoxe. Lui, il regardait ça, il avait soif de connaissances. Et s'est dit... Il manque quelque chose dans ce système d'éducation qui évacue complètement les connaissances non religieuses du parcours éducatif. Donc, il s'est dit, il manque quelque chose et il est extrêmement frustré de ça. Et tranquillement, il a entrepris de convaincre sa femme, qui, elle, était chantre dans la communauté, donc écrivait des chansons à la gloire de Dieu qui étaient des succès mondiaux parce que faut savoir que ces communautés hassidiques-là, c'est un peu comme des multinationales, c'est-à-dire qu'elles ont un siège social quelque part dans le monde, le plus souvent à New York ou à Jérusalem. Et après ça, elles ont des succursales un peu partout. Et donc, elle était très, très fervente. Et ça a pris des années avant qu'il la convainque et qu'elle aussi se rende compte qu'il y avait une sorte de lavage de cerveau, d'une certaine façon, et à quel point les enfants souffraient de ne pas avoir accès à des connaissances et à quel point, finalement, on brimait leur liberté de choisir à infino parce que ils n'ont pas les connaissances quand ils graduent de ces écoles-là, ils n'ont pas les connaissances s'ils veulent sortir de là
pour exercer un métier. C'est même pas un choix religieux à la limite, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas, si quelqu'un rêve d'être psychiatre, par exemple, c'est impossible. C'est ça. J'ai demandé à deux collègues de participer à cette émission, Leonardo Rimeno, qui est notre webmaster, qui travaille en trois langues, lui en espagnol, en anglais et en français, et qui est parti d'Argentine avec famille et tout, puis il me disait aussi en sous-titre pour mes enfants. Léo, bonjour. Oui, ça a été la même chose. Bonjour tout le monde. Ça a été la même chose. On a laissé tout de l'autre côté. Quand on a quitté, on a pensé, en fait, la famille, la culture, tous nos sentiments, ils ont resté de l'autre côté. Je pense que l'immigration, c'est comme ça. Dans le cas de ces gens-là, je pense qu'ils ont réimmigré à l'intérieur de la société canadienne. Alors, parce qu'ils étaient dedans, mais finalement, ils ont dû sortir. Dedans, mais à l'extérieur. Et d'ailleurs, mon titre de travail longtemps pour ce documentaire-là, c'était « Immigrer de l'intérieur », parce que la femme du couple, qui s'appelle Chifra, donc ils viennent à 30 km de Boisbriand, qui est situé à 30 km de Montréal, elle s'est inscrite dans un centre pour immigrants dans la Côte-des-Neiges, avec des gens qui venaient de partout Montréal, dans le monde pour apprendre le français. Et ce sont littéralement des immigrants. Et je dirais même que c'est presque plus difficile, plus ardu que des gens qui émigrent, par exemple, du Pakistan ou de l'Argentine, parce qu'il n'y a pas de réseau. Ouais. Alors, quelqu'un qui arrive du Pakistan, il va avoir l'ami d'un cousin, de l'oncle, de la fesse droite, il va avoir des gens pour l'aider. Alors que ces gens-ci subissent aussi un ostracisme, un shunning, dit-on en anglais aussi, complet. Ils connaissent personne, on pas de repère. J'ai aussi demandé à mon collègue Levon Savants, qui est de la section anglaise, mais Levon qui est notre polyglotte ici, parce que... Non. Oui, mais quand même, français, c'est quoi? C'est 6e, parlons d'abord, il y a l'arménien qui est la langue d'origine, le russe, il a étudié l'arabe, il a étudié l'allemand à l'université, puis il a publié en anglais ici, puis il travaille en anglais, puis il peut faire de la radio en français. Si ça, c'est pas un polyglotte, j'en connais pas. C'est aussi un départ. Vous m'avez dit, Levon, l'URSS d'à l'époque, quand moi je suis parti à Chute du Mur de Berlin, c'était beaucoup moins une chape de plomb que vous pensiez que c'était, vous, en Occident, mais il a fallu que je parte. Mais oui, moi j'ai eu des raisons personnelles et travail. J'ai commencé à travailler comme journaliste à la fin de... près de l'effondrement de l'Union soviétique. 89-92, dans ces eaux-là, c'est ça? Oui, 90. Et ma carrière journalistique n'a pas duré très long avant que j'ai commencé à recevoir des menaces. Et ma femme était enceinte à ce moment et c'est devenu tellement sérieux que après avoir des gens qui ont tiré sur nous, on a décidé qu'il fallait... Bon, ça suffit, on part. Ouais. On part. C'est un choix. On savait que c'est pour un enfant, ça serait mieux. En fait, moi, j'ai rêvé de retourner. J'ai laissé un travail incroyablement intéressant. Les premières années d'indépendance d'Arménie, c'était incroyable. Et tu vois à Yerevan à l'époque? Oui, oui. Mais moi, je voyageais un peu partout dans l'ex-Union soviétique. J'ai commencé ma carrière en couvrant la guerre de Haut-Karabakh, mais aussi la guerre civile en Géorgie. C'est ça, oui. La guerre en Ossétie. J'ai fait la guerre civile en Tadjikistan. Alors, j'ai réussi de voyager un peu. Mais ici, je parlais français quand je suis venu ici, mais pas d'anglais. Je ne sais pas comment j'ai réussi, mais mon anglais a commencé de zéro. J'ai réussi de développer tellement vite que... à 88, j'ai commencé à travailler en anglais. À la Gazette, notamment, oui, c'est ça. Mais, et le thème pour Yohanan et son épouse Chifra, et pour les 4 enfants, pour vos enfants, c'est le thème, là. C'est ce départ, ce déracinement pour la prochaine génération. Ça veut dire quoi pour soi, ça, Léo? Mais écoute, nous, on parle toujours avec ma conjointe la possibilité de revenir un jour en Argentine. En Argentine, OK. Mais si on les pense comme ça, on dit non. Non, on va revenir quand les enfants ils vont avoir ses propres chemins. Parce que là, maintenant,
si on s'en va, si on retourne en Argentine, les racines, ça va être leurs racines. C'est ça. C'est ça. Mes enfants sont nés ici, ses amis sont ici, sa vie est ici, ils parlent français entre eux, ils parlent anglais à l'extérieur quand ils jouent avec des amis. On essaie de maintenir l'espagnol à la maison parce que bon, c'est un atout, avoir une troisième langue, puis en plus l'espagnol. Mais quand même, je pense que ça serait vraiment un impact très fort si on s'en va maintenant avec nos enfants. On ne partirait pas maintenant. Émilie, dans le reportage, à un moment donné, vous êtes allé à Boisbriand avec Yohanan et il y a eu une confrontation avec un religieux qui disait à un moment donné, par tel exemple, est-ce que tu es malheureux ici? Toi, est-ce que tu es malheureux? Bon, ben, c'est surpointant, comme ça, tous les jeunes ont dit non, on est très bien, on est très heureux dans ce qu'on fait. Voyons, on a un système d'éducation qui existe depuis 5000 ans. Pourquoi sont faites-le, que le vôtre fasse ses preuves, puis on changera ensuite. Cela dit, en Israël, on vous a dit aussi, si rien ne change, dans 50 ans, l'État est en faillite. Ouais, c'est ça. Alors, je vous expliquais que les communautés hassidiques, c'est un peu comme des multinationales. Évidemment, le plus grand nombre de ces groupes hassidiques, parce qu'il y en a plusieurs, c'est pas un truc monolithique, il y a plusieurs groupes avec leurs propres écoles différents. Nous, on voit pas trop la distinction, mais quand on connaît un peu plus, oui, il y a. Mais ce qui les rassemble, c'est vraiment cette manière d'éduquer particulièrement les garçons. Et donc, de façon très simple, si quelqu'un va dans une école où il apprend exhaustivement les textes sacrés, ça ne fait pas de lui quelqu'un de très rentable pour le produit intérieur brut. C'est-à-dire que ça va pas donner des gens... C'est dit de façon cinglante, quand même. C'est ça. Mais c'est ce que les économistes en Israël ont calculé. C'est-à-dire que ces hommes-là qui sont formés à l'étude religieuses ne deviennent pas des professionnels ou très peu deviennent des gens d'affaires, donc ne paient pas beaucoup de taxes ni d'impôts et même doivent recevoir des subsides de l'État pour pouvoir y arriver parce qu'ils ont plusieurs enfants. On est allé dans l'État de New York aussi, oui. À un moment donné, une ville très pauvre. Comme ils sont extrêmement religieux, ils font énormément d'enfants. Et donc, leur taux de croissance démographique est très, très, très impressionnant. En ce moment, ils sont 10% de la population en Israël, mais en ce moment, 1 enfant sur 5 de moins de 6 ans appartient à ces groupes religieux. C'est 20%, là. Ça, là, on est donc rendu à 20% et on calcule que ça augmente de façon exponentielle. Et donc, d'ici 2030-2040, on calcule que Israël ne sera plus en mesure d'arriver. Alors, il y a une urgence nationale de mettre ces gens-là au travail et donc de compenser leur déficit d'éducation pratico-pratique à l'école parce que c'est un problème rationnel, c'est un calcul rationnel qu'on fait. Tiens, voici un exemple typique du reportage de cette fracture de connaissances. Écoutez bien ça. What is this? What do you mean this? Water. It's a lake? No, it's not a lake. It's not a lake, it's the St. Lawrence River. St. Lawrence River. What is St. Lawrence River? The river? Do you know what a river is? Not sure. No? No. I don't know the difference between a lake and a river. Where did you grow up, Yohanan? In Boisbriand. Boisbriand? Boisbriand. And you never came here? You never saw the river? No, never. Ça vous jette par terre le vent. Vous... Quand je regardais ça, je m'en revenais pas. C'est que comment tu peux... C'est incroyable. Je restais sans mots. C'est incroyable. On peut avoir des images des chutes Niagara quand on est quelque part au Nagorno-Karabakh, oui, soit. Mais à 50 km du fleuve Saint-Laurent, pas le connaître, c'est... Mais connaître pas la différence entre un fleuve et un lac. En fait, il y a comme des... Il y a un manque profond, c'est ça. Il n'y a pas de cours de géographie. C'est pas juste les cours de géographie, c'est même des connaissances quotidiennes qu'on apprend juste en sortant de notre maison. C'est comme ils sont tellement
fermés dans leur communauté que même des connaissances pratiques, tu n'as pas besoin de cours de géographie pour comprendre c'est quoi une rivière ou un lac. Mais parce que vous le savez, vous. Mais non, c'est vrai, quand on a tourné cette scène-là qui fait vraiment c'est un pivot, qui choque beaucoup, beaucoup de gens. Donc, le personnage arrive, le fleuve Saint-Laurent, c'est quand même iconique au Québec. Tout le monde sait c'est quoi le fleuve Saint-Laurent. Mais ce qu'on voit pas, et malheureusement, il a fallu que je fasse des choix au montage, c'est qu'on a passé la journée dans l'auto. Et on est allé voir plein de trucs. Le Mont-Royal, par exemple, qui est quand même incontournable quand on est à Montréal, c'est ça. Aucune idée, le Mont-Royal. Michael Jackson. J'ai mis un CD de Michael Jackson dans l'auto. J'ai jamais entendu Thriller. C'est un gars de mon âge. Le Michael Jackson, ça a marqué la génération, la planète au complet. Je suis sûre qu'on ferait écouter ça à quelqu'un dans un bidonville en Inde, saurait c'est qui Michael Jackson. Mais ça prouve à quel point ça fonctionne. Cette sorte de forteresse intellectuelle qui s'explique par l'histoire des Juifs hassidiques.